Revenons maintenant à la synthèse de filtres actifs. Je vais discuter ici deux nouvelles méthodologies, ce qui vous donnera au total trois méthodologies en comptant l'approche par synthèse cascade qu'on avait rencontrée au dernier cours. Alors, la première idée ici, c'est simplement de partir de filtres passifs qu'on aura synthétisés grâce aux méthodes de la section précédente. Et ensuite, on trouve un moyen de remplacer les bobines par des circuits actifs. En effet, comme d'habitude, ce sont surtout les bobines qui posent des problèmes dans nos circuits passifs, surtout en termes de taille et de qualité. Et en particulier, ces bobines sont relativement grosses quand on travaille à des basses fréquences. La deuxième idée que je voudrais discuter ici, c'est la synthèse par modèle d'état qui généralise le cas des modèles d'ordre 2 qu'on avait rencontrés au cours précédent. En suivant cette idée jusqu'au bout, on verra qu'on peut synthétiser en fait n'importe quelle fonction de transfert par cette approche, et c'est une idée que vous rencontrerez à nouveau dans d'autres cours par la suite, en particulier en automatique. Alors pour la simulation de circuits passifs en échelle au moyen de circuits actifs, je vais commencer par introduire le convertisseur d'impédance généralisée. Alors ce convertisseur d'impédance généralisée est un circuit dont la forme générique est donnée ici. Alors cette chose-là est en fait un dipôle dont un des terminaux A ici est flottant et l'autre est à la masse. Alors on voit que ce circuit comprend deux ampli-op dont la fonction essentiellement est d'égaliser les tensions à certains points du circuit. Et puis on a aussi 5 impédances ici que j'ai données simplement par leur impédance opérationnelle Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5. Ensuite, pour notre circuit ici, on peut montrer que son impédance, donc entre le point A et la masse, que je dénote Z ici, est égale à Z1, Z3, Z5 divisé par Z2 fois Z4. Donc ensuite, suivant les choix qu'on va faire pour les composants Z1, Z2, Z3, Z4 et Z5, on va obtenir une impédance Z ici potentiellement intéressante. En particulier, ce convertisseur d'impédance généralisée est très utilisé pour deux applications. La première, c'est la simulation d'une bobine mise à la terre. Alors pour ça, on va prendre Z1, Z3 et Z5 des résistances. Et on va prendre soit Z2, soit Z4, un condensateur, et l'autre une résistance. Donc dans ce cas, on utilise le circuit essentiellement comme un inverseur d'impédance ou un girateur. Et avec par exemple Z2 un condensateur, on se retrouve avec un 1 sur CS au dénominateur, ce qui nous donne pour Z quelque chose de proportionnel à S. C'est ce que j'ai écrit ici, juste avec des impédances complexes au lieu des impédances opérationnelles. Donc en prenant ici Z2 est égal à 1 divisé par J oméga C2, on se retrouve avec un dipôle qui se comporte comme une bobine, dont l'inductance ici est donnée par R1, R3, R5, C2 divisé par R4. Donc en conclusion, si on a besoin de simuler une bobine dont un des terminaux est mis à la terre, alors on pourra utiliser ce circuit ici qui comprend deux ampli-op, dans ce cas-là, 4 résistances et un condensateur. Le condensateur étant soit ici à Z2, soit à Z4. L'autre dipôle très utile qu'on peut réaliser avec ce convertisseur d'impédance généralisée, c'est celui que j'ai représenté ici, la résistance négative dépendant de la fréquence, que je vais appeler FDNR par la suite pour aller plus vite. Alors ce dipôle, lui, se réalise en prenant Z1 et Z5 des condensateurs, et puis Z2, Z3 et Z4 des résistants. Dans ce cas, en regardant encore une fois cette formule, on voit qu'on obtient une impédance Z qui est proportionnelle à 1 sur S2, ou en l'écrivant ici avec des impédances complexes, en prenant S est égal à J oméga, on a Z proportionnel à moins 1 sur oméga 2. Donc en régime permanent sinusoïdal en particulier, ce composant se comporte bien comme une résistance négative ici, dont la valeur 1 divisé par oméga 2 fois D diminue quand la fréquence augmente.
Et la constante de proportionnalité D ici est égale à R2, R4 fois C1, C5 divisé par R3. Alors avant de passer à la suite, vous devriez ici redémontrer cette formule pour l'impédance. Alors les calculs sont détaillés ici. Comme d'habitude, on commence par écrire les relations qui sont imposées par les amplificateurs opérationnels. Donc ici, la tension à A est égale à V2 est égale à V4. J'appelle cette tension V. Ensuite, on peut écrire L cassé à un certain nombre de points. En fait, il y a des points où il ne faut pas l'écrire, a priori, et qui sont les points où on a une sortie d'ampli-up. Donc en particulier, il ne faut pas l'écrire à 1 et il ne faut pas l'écrire à 3. Donc par contre, vous pouvez écrire L cassé à 2 et à 4 et vous obtiendrez bien cette formule ici. Donc en conclusion, le convertisseur d'impédance généralisée qu'on a vu à la diapositive précédente permet de simuler entre autres choses des bobines et des FDNR, mais ici seulement dans le cas où un des deux terminaux de ces composants est mis à la terre. Alors, si vous aviez à simuler une bobine flottante, c'est-à-dire une bobine dont aucun des terminaux n'est mis à la terre, il faudrait utiliser a priori des circuits plus complexes. Toutefois, dans la simulation de nos filtres passifs, on va souvent pouvoir s'en sortir plus simplement en utilisant juste le convertisseur d'impédance généralisée de la diapositive précédente à l'aide de l'astuce suivante. Si j'ai une fonction de transfert qui est sans unité, donc qui est un rapport de tension ou un rapport de courant, et que je divise les impédances de tous les composants par S, alors je ne change pas la fonction de transfert. Alors cet argument en fait est exactement le même que celui qu'on avait utilisé pour la dénormalisation en impédance, où là par contre on avait utilisé une constante au lieu de diviser par S. En tout cas, si je divise l'impédance opérationnelle de chaque composant par S, alors mes bobines LS deviennent des résistances L, mes résistances R deviennent des condensateurs R sur S, et mes condensateurs 1 sur CS deviennent des FDNR 1 sur CS carré. C'est ce que j'ai écrit ici, simplement sous la forme d'impédance complexe. Donc une résistance par cette division par J oméga devient un condensateur de capacité R-1. Une bobine devient une résistance de valeur L. Un condensateur 1 sur JC oméga devient un FDNR moins 1 divisé par C oméga 2. Alors à quoi sert cette idée ? Eh bien essentiellement, si on a une bobine flottante, en utilisant cette transformation, on va pouvoir souvent se retrouver avec des éléments à simuler qui ont une borne mise à la terre. Et donc dans ce cas, on pourra bien utiliser le convertisseur d'impédance généralisée de la diapositive précédente. Par contre, au lieu de simuler une bobine, on va typiquement avoir besoin de simuler un FDNR. Donc je vais illustrer cette idée ici sur cette diapositive par un exemple. Supposons que je veuille réaliser simplement un circuit RLC série représenté ici. Toutefois, la bobine ici, je veux la simuler à l'aide d'un circuit actif. Ce qui m'intéresse dans ce circuit, c'est la fonction de transfert VO divisé par VI. Et on voit aussi ici que la bobine est flottante, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de terminal mis à la terre. Alors ensuite, je divise l'impédance opérationnelle de chacun de mes composants par S. Alors comme discuté précédemment, par cette transformation, la résistance va devenir un condensateur de capacité R-1. La bobine va devenir une résistance L. Et le condensateur, lui, va devenir un FDNR C. La fonction de transfert L entre VI et VO reste complètement inchangée par cette transformation. Donc plutôt que de simuler le circuit original et sa bobine, je vais simuler le nouveau circuit ici. Mais notez que ce qui est intéressant et différent dans ce circuit, c'est que le FDNR se retrouve avec une borne mise à la terre. Et donc je vais pouvoir ici utiliser mon convertisseur d'impédance généralisée pour simuler ce FDNR. Alors toutefois, il y a quand même certains cas où cette transformation et cette astuce ne suffit pas.
Et dans ce cas-là, pour ce qui est de la simulation de circuit en échelle, il faudra regarder dans des livres. Alors voici un exemple. Je vous donne ici le prototype d'un filtre passe-bas normalisé avec sa fréquence oméga p de 1 radian par seconde. C'est un filtre elliptique d'ordre 5. On voit en particulier les circuits LC résonnants ici dans les branches parallèles qui permettent de créer les zéros dans la bande d'arrêt. Je vous demande de faire deux choses pour ce circuit. La première, c'est de le dénormaliser et pour obtenir un passe haut avec une bande passante commençant à 300 Hz et des résistances ici à l'entrée et à la sortie de 100 kΩ. Et la deuxième chose que je vous demande, c'est de prendre ce passe haut et d'en donner une implémentation avec un circuit actif n'utilisant pas de bobine. En particulier, vous pourrez être amené à utiliser l'astuce précédente et des FDNR. Alors, le dernier sujet que je veux discuter ici, c'est la synthèse globale de circuits actifs d'ordre quelconque par modèle d'état. La discussion dans cette diapositive et celles qui suivent généralise la discussion que j'avais déjà fait au cours précédent sur les circuits à variable d'état d'ordre 2. On revient ici au problème de synthétiser une fonction de transfert. Pour l'instant, je vais regarder une fonction de transfert qui n'a pas de zéro, donc de la forme 1 divisé par un polynôme. Ce polynôme est d'ordre n. Et de plus, on ne va pas utiliser ici une approche cascade qui consisterait à commencer par factoriser ce polynôme ici. Donc on va chercher un circuit qui synthétise directement toute notre fonction de transfert d'ordre n. Alors, je vais faire un petit passage par les équations différentielles. Cette fonction de transfert ici, y sur u égale 1 divisé par s puissance n plus a n-1 s puissance n-1 plus etc. plus a 0. Si je vais passer le dénominateur ici à côté de y, je vais passer le u à droite. Et j'interprète S comme une dérivée temporelle. On voit immédiatement que cette équadif correspond à l'équation différentielle linéaire à coefficient constant. Y dérivée n-ième, donc par rapport au temps, plus an-1 y dérivée n-1ième, plus etc., plus a1 dy sur dt, plus a0y égale u. U étant le signal d'entrée ici, et y étant notre signal de sortie. Dont les transformés de Laplace sont donnés par grand U de S et grand Y de S. Vous avez vu aussi dans Math 1115 que ce type d'équation différentielle d'ordre n peut s'écrire de manière en fait équivalente sous la forme d'un système de n équations différentielles d'ordre 1. Pour faire ça, on introduit des variables x0 égale y, x1 égale la dérivée de y par rapport au temps, jusqu'à xn-1, la dérivée n-1ième de y par rapport au temps. Donc ça nous donne ici n variables x0 à xn-1. Et puis on peut écrire immédiatement les équations différentielles suivantes. Donc la dérivée de x0 par rapport au temps, par définition, c'est x1. La dérivée de x1 par rapport au temps, par définition, c'est x2. Ici, c'est la dérivée de y deux fois par rapport au temps. Et donc on continue ces choses-là jusqu'à la dernière ligne où on cherche la dérivée de xn-1 par rapport au temps. Alors à ce moment-là, on est au cours de variable x, mais on va utiliser maintenant l'équation différentielle ici. La dérivée de xn-1 par rapport au temps, c'est en fait la dérivée n-ième de y, que je réécris en faisant passer ces termes-là à droite, comme moins a n-1 xn-1, donc ce xn-1 ici est la dérivée n-1ième de y, etc., jusqu'à moins a0 x0 qui est moins a0 y, et puis j'ai le terme u ici à reprendre. Alors ces variables, comme dans le cas n égale 2, ces variables x0, x1, xn-1 sont appelées les variables d'état du système. Pour un système d'ordre n, il y a n variables d'état. Je vous invite ici en passant à reconsulter mes notes de rappel sur les équations différentielles qui sont disponibles sur Moodle. Alors maintenant, pour simuler les équations différentielles précédentes que j'ai réécrites ici, on va, comme pour le cas n égale 2, utiliser une série d'intégrateurs.
Si je pars ici de la dérivée par rapport au temps de xn-1 que j'ai écrit ici dans le graphique, que je l'intègre n fois, donc je l'intègre une première fois, je vais obtenir xn-1. Je l'intègre xn-1 une fois de plus, à cause de cette équation différentielle ici, j'obtiens xn-2. Je continue comme ça, j'arrive à x1 qui est la dérivée de x0 par rapport au temps, ceci par cette équation ici, et donc si j'intègre x1, j'obtiens bien x0, et x0 par définition est notre signal de sortie y. Avec ces intégrateurs, j'ai récupéré mes n variables d'état. Et la dernière chose à faire, c'est implémenter cette combinaison linéaire ici qui représente l'équation différentielle. Là, j'utilise ce sommateur à l'entrée pour écrire que xn-1 point est égal à u, le terme ici, et puis chaque flèche ici représente un des termes. Donc par exemple, la première flèche ici, c'est moins a0 x0. La flèche ici, c'est moins a n-1 xn-1. En termes d'implémentation, les intégrateurs vont être implémentés en utilisant un ampli-op à chaque fois. Et puis il faudra que j'ajoute aussi au moins un ampli-op pour réaliser le sommateur ici. En pratique, il faut faire quelques petites variations, comme dans le cas n égale 2. Ce qu'on réalise plus facilement, typiquement, c'est-à-dire avec moins de composants, ce sont des intégrateurs inverseurs, dont la fonction de transfert est de cette forme ici, avec une constante de temps RC. Donc pour une véritable implémentation, il faudra réfléchir un petit peu à l'architecture, mais en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est ce schéma, et c'est ce schéma qui nous permet de comprendre le circuit final. Alors voilà un circuit qui implémente ce schéma. Les circuits intégrateurs ici sont connus, donc je les ai juste représentés par leur fonction de transfert -1 sur RCS. Ils s'implémentent avec un ampli-op, une résistance et un condensateur. La seule chose que j'ai représentée ici, ce sont les résistances et les ampli-op qui permettent de réaliser les bonnes combinaisons linéaires. Alors à titre d'exemple, je considère ici le cas d'une fonction de transfert d'ordre 5. Et l'implémentation ici va utiliser 6 amplificateurs opérationnels, à savoir un ici, 2, 3, 4, 5 et un sixième ici. Alors une des subtilités d'implémentation, c'est, comme je disais, que les intégrateurs typiquement sont aussi inverseurs. Ce qui se passe, c'est que le signe alterne à chaque sortie d'intégrateur. Donc on somme séparément les signaux en fonction de leur signe. Donc ici par exemple V3 et V1 vont être du même signe, donc je les somme ici en utilisant cet ampli-op. Puis je vais utiliser cet ampli-op pour sommer les signaux qui sont de l'autre signe. Donc vous avez ces deux amplificateurs en montage sommateur. Et je vous demande de montrer ici que les signaux VI et VO sont reliés par la relation suivante ici, qui veut dire exactement qu'on a une fonction de transfert VO sur VI d'ordre 5. De plus, chaque coefficient de cette fonction de transfert, donc son dénominateur est écrit ici, donc chaque coefficient peut être ajusté indépendamment. La possibilité d'ajuster chaque coefficient indépendamment fait que cette configuration est très flexible. Son désavantage principal étant le nombre relativement important d'amplificateurs opérationnels qu'il faut utiliser. Donc pour le cas n impair, il faut utiliser n plus 1 ampli-op. En fait, pour le cas n pair, il faut utiliser aussi un montage légèrement différent. Le problème venant toujours de ces alternances de signes, et vous pouvez vous reporter à la littérature pour avoir un exemple de montage en pratique. Donc pour le cas n pair, il faudra en fait typiquement n plus 2 ampli-op. Alors pour finir, il reste à rajouter un numérateur à notre fonction de transfert pour avoir une fonction de transfert dans le cas le plus général ici. Donc ici j'ai un numérateur qui a priori pourrait être jusqu'à degré n-1. Alors bien sûr certains de ces coefficients CI peuvent être nuls, dans ce cas-là on pourrait avoir un degré moindre. Notez aussi que si on avait un degré n au numérateur ici, par division, ça nous donnerait un terme constant qu'on pourrait réaliser indépendamment.
Donc il suffit de s'intéresser ici à ce cas. Pour réaliser cette fonction de transfert, on réalise d'abord un signal dont la transformée de Laplace est dénotée x0 ici, de telle façon que la fonction de transfert entre u et x0 est égale à 1 divisé par le dénominateur seulement qu'on veut réaliser. Donc dans ce cas-là, c'est la situation qu'on avait dans les diapositives précédentes, et j'ai réalisé cette fonction de transfert par le schéma ici, le bas du schéma ici, qui est exactement le même qu'il y a quelques diapositives. Donc en particulier, si mon signal d'entrée est U ici, le signal à la sortie ici est le signal x0. Maintenant, par définition de cette fonction de transfert ici, y est égal au numérateur multiplié par x0, puisque x0 est égal à 1 sur le dénominateur fois u. C'est ce que j'ai écrit ici, la transformée de Laplace de y est égale à cn-1 s puissance n-1 x0, plus etc. plus c0 x0. Ici, quand je prends x0 et que je le multiplie par s, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens simplement x1 ici. Quand je prends x1 et que je multiplie par s, j'obtiens x2, puisque x1 est égal à 1 sur s x2. Et je peux continuer comme ça. Si je prends x0 et que je le multiplie par s puissance n-1, ce que j'obtiens, c'est x n-1. En d'autres termes, ce signal y ici n'est rien d'autre qu'une combinaison des signaux x0, x1, etc. jusqu'à xn-1. Donc c'est ce que j'ai représenté sur ce schéma ici, avec ce sommateur ici qui prend cette combinaison linéaire des variables d'état. En conclusion, pour réaliser cette fonction de transfert ici, je pourrais partir du circuit que j'avais discuté auparavant qui réalise le dénominateur. Et il me suffit de rajouter un ampli-op pour implémenter le numérateur. Alors encore une fois, il faudra peut-être, au lieu de 1, il faudra peut-être 2 ou 3 ampli-op à cause des alternances de signes dans le circuit pratique. Alors notez enfin que ce schéma et cette représentation des fonctions de transfert reviendra plus tard dans votre cursus, en particulier en automatique, quand on vous introduira les variables d'état de manière plus complète. Vous pouvez vous rappeler que cette forme s'appelle la forme canonique commandable d'une fonction de transfert, et quand ce terme reviendra, vous vous souviendrez que vous savez l'implémenter à l'aide d'amplificateurs opérationnels. Donc à titre d'exercice, ici, je vous demande de concevoir un filtre de Chebyshev dont les spécifications sont données ici. Alors pour cet exercice, vous ne devez pas utiliser une synthèse cascade ou une synthèse par simulation de circuit passif. Je vous demande de synthétiser la fonction de transfert directement à l'aide d'un circuit à variable d'état. Avec ça, ça conclut notre discussion dans ces 3 cours de la synthèse de filtres. Vous avez maintenant en main des méthodes pratiques qui vous permettent de partir d'une spécification qu'on a appelée gabarit et de synthétiser un filtre qui va réaliser ce gabarit. On va aussi évoquer certains aspects qui rentrent dans le processus de décision quand on choisit une méthode parmi d'autres pour la réalisation d'un filtre. Alors, bien entendu, le point le plus important à considérer est la plage de fréquence à laquelle le filtre doit travailler. Je ne vais pas revenir ici sur cette discussion, mais simplement rementionner que pour utiliser des filtres actifs avec amplificateur opérationnel, il faut que les fréquences ne soient pas trop élevées. Et la raison essentielle est que en fait, le gain en boucle ouverte de nos ampli-op baisse rapidement avec la fréquence. Et donc si la fréquence est trop élevée, ce qui va se passer, c'est que le comportement de vos circuits et de vos filtres va devenir très différent de ce que l'on a prédit jusqu'ici avec les modèles d'ampli-op idéaux. Alors le but maintenant du prochain cours, ça sera d'introduire un modèle plus réaliste dans l'ampli-op qui vous permettra effectivement de mieux prédire le comportement de vos circuits quand la fréquence augmente. Un autre aspect très important en pratique, c'est la robustesse de votre design. En particulier, il faut regarder ce qui arrive à votre fonction de transfert quand les valeurs des composants dans votre circuit varient légèrement par rapport aux valeurs que vous pensiez utiliser. Ces variations peuvent être liées à divers facteurs, les principaux étant les changements de température,
et bien entendu l'âge des composants. Donc on commencera en fait au prochain cours par étudier cette question de manière plus formelle en introduisant la notion de sensibilité d'une fonction de transfert par rapport à la variation de ses paramètres.